This meeting is being recorded. Bonjour à toutes et à toutes. C'est un grand honneur pour moi d'avoir été choisi pour vous faire cette présentation donc, sur le marché français des spiritueux. Donc, merci à la belle province et merci aussi à vous d'être tous aussi nombreux. J'ai déjà eu l'occasion de me rendre une fois au Québec et de visiter quelques producteurs. Donc, certains me connaissent peut-être déjà, ne serait-ce que par mon rôle, on va dire, d'auteur et de journaliste dégustateur dans différentes revues comme la Revue du Vin de France, mais aussi mon magazine, donc le magazine Rome Porter. J'ai aussi avant été rédacteur en chef de Whisky Magazine en France, en langue française. Et je participe je collabore à pas mal de médias en langue française et étrangère, et je suis spécialisé sur les spiritueux en général et pas sur une seule catégorie. Et donc voilà, et mon métier principal, donc c'est le consulting, donc consultant, conseiller vertical dans l'industrie des spiritueux. Donc j'ai une formation de finance, donc je travaille aussi sur ces aspects-là, mais aussi sur la production, avec le développement de nouveaux produits et la mise en marché, et aussi tout l'aspect économique, éducation, pour faire comprendre les spiritueux français à l'étranger, puisque je travaille avec beaucoup des différentes appellations françaises, que ce soit le cognac, l'armagnac ou le calvados, et les rhums, bien évidemment. Et ensuite, je travaille aussi avec beaucoup de grands acteurs, voire de ministères d'agriculture étrangers, que ce soit au Portugal, en Chine, au Japon, au Chili, Mexique. Donc voilà, je suis très heureux aujourd'hui d'être avec le Canada et tout particulièrement avec le Québec. Donc, je vais pouvoir démarrer cette présentation. Donc, on a à peu près 90 minutes devant nous. Donc, comme vous l'a expliqué Monsieur Sindon, vous pouvez poser vos questions directement par écrit. On pourra les poser au fur et à mesure, justement, pour être le plus interactif possible. Et évidemment, on aura à la fin de la présentation aussi le temps d'échanger sur des aspects plus divers ou des points très précis. J'ai essayé aussi de me documenter, en tout cas, sur les quelques producteurs que j'aurai le plaisir de voir la semaine prochaine sur le salon Vinexpo, de regarder un peu voilà, quels sont les types de produits qu'ils proposent. Et d'ailleurs, ça nous permettra d'avoir quelques exemples, quelques illustrations de ce que l'on peut faire ou de ce que l'on doit adapter, des fois, ne serait-ce qu'au niveau de la catégorisation et donc de l'étiquetage des produits. Je vais vous partager la présentation, alors présentation qui vous sera envoyée ou mise à disposition, en tout cas, par la suite. Voilà, l'introduction au marché français des spiritueux, donc à l'attention de vous, les micro-distillateurs québécois. Donc, on va pouvoir aborder plusieurs aspects. Le déroulé sera assez simple. D'abord, quelques chiffres pour comprendre en fait l'importance du marché, les spécificités du marché français des spiritueux. Ensuite, un point assez important qui est la définition des spiritueux, donc dans un contexte européen et spécifiquement français. Donc voilà, les spiritueux en général et les catégories. J'ai pris quelques exemples de catégories, les plus importantes en tout cas, il me semble, pour nous en termes de marché, pour vous en termes d'opportunités, de produits. Les canaux de distribution, puisqu'effectivement, nous n'avons pas la SAQ, nous n'avons pas de monopole en France, nous n'avons pas de loi antitrust. Donc, voilà, un exemple, un acteur peut être aussi bien importateur et détaillant en même temps. Donc, il y a pas mal de liberté, mais quand même, c'est un marché qui est finalement assez structuré, on va dire, voire très structuré. Certains disent un des plus structurés au monde. Ensuite, les aspects réglementaires aussi, voilà, quelles sont les spécificités donc, du marché européen et français, et quelques évolutions aussi, par exemple les valeurs nutritionnelles, des choses comme ça, qui n'étaient pas encore dans nos pratiques sur les boissons alcoolisées et qui sont en cours d'introduction, donc au moins sur l'étiquetage ou d'informations qui doivent être mises à disposition. Donc voilà, ça c'est les bonnes pratiques, ou en tout cas les choses auxquelles il va falloir s'habituer pour pouvoir commercialiser sur le marché français et européen plus largement. Les tendances en termes
de mode de consommation, aussi comprendre qui sont les consommateurs, où est-ce qu'on a des opportunités, comment on fait pour s'inscrire dans ces flux. Et enfin, un listing aussi, et on pourra en discuter des différentes typologies et les noms aussi des sociétés, les importateurs et distributeurs, même si là j'ai essayé de mettre, on va dire, les plus propices aux échanges, mais en fait, on verra qu'il y a de plus en plus de sociétés d'importation en France, donc de plus en plus d'opportunités pour vous. Donc voilà, tout d'abord, pour commencer sur la taille du marché français des spiritueux, aussi bien en valeur qu'en volume. Donc, les valeurs qui sont données ici sont toutes taxes comprises. Donc, effectivement, cela va inclure les droits et les accises, donc toutes les cotisations indirectes, mais aussi donc la taxe sur la valeur ajoutée, sachant que oui, chez nous, ce sont des taxes taxées, les accises. Donc, effectivement, nous avons en tout un marché pour les spiritueux qui est un peu plus de 9 milliards d'euros pour près de 300 millions de litres. Ça vous donne un ratio au litre et au 70, en 70 centilitres, qui est notre format privilégié de commercialisation ici en France pour les spiritueux, même si on utilise aussi assez largement des bouteilles de 50 centilitres. Plus de la moitié du marché en valeur se passe en GMS, comme on dit en français, donc en grande et moyenne surface. Donc, il y a un modèle qui est très ancien et très développé en France, effectivement. Et donc, cette GMS représente l'essentiel en valeur et une écrasante majorité en volume, puisqu'effectivement, il touche relativement peu le marché haut de gamme, quoique il y a des exceptions, et la GMS s'intéresse aussi à des produits très premium, voire super premium ou ultra premium, c'est-à-dire au-delà des 50 ou 80 euros la bouteille. Et enfin, au niveau de l'importation, donc c'est à peu près un huitième, un septième, un huitième du marché tout de même. Donc là, les importations, ce sera plutôt hors taxe. Donc c'est 1,2 milliard d'euros pour 120 millions de litres. Donc effectivement, la France importe quasiment un tiers en volume, en tout cas, de sa consommation. Globalement, si on regarde la consommation d'alcool, tout simplement en France, elle a plutôt tendance à décroître. En tout cas, on peut le voir sur ces informations. Donc, sur les 60 dernières années, de 1960 à 2019, donc effectivement, on a aussi des différences générationnelles importantes. Voilà, la France est un pays de vin, ça reste à peu près encore la moitié de la consommation d'alcool par habitant. Néanmoins, la bière est totalement stable. Il n'y a pas de progression du marché de la bière. Et les spiritueux ont connu un très léger déclin, mais sont en fait quasiment la catégorie la plus stable. En tout cas, donc on a un marché qui est à peu près constant. Donc les chiffres que vous avez vus avant, en termes de volume, n'évoluent pas ou peu. La population française elle-même aussi n'évolue pas beaucoup. On est autour de 66-67 millions d'habitants, plus tous les étrangers résidents. Et en temps normal, en dehors du Covid, on a aussi à peu près de 100 millions de touristes et 30 millions de businessmen par an qui viennent en France. Donc voilà, il y a pas mal de produits aussi qui sont évidemment achetés à ces occasions. Donc la consommation de spiritueux est donc très stable globalement, même si effectivement les catégories, elles, ne le sont pas. En termes de chiffres, donc, ce qui est très important, alors je sais que plus on va au nord, plus on va dans les monopoles et on est habitué à travailler avec beaucoup de contraintes, donc tant mieux, et avec beaucoup de taxes. C'est vrai que là, vous avez un exemple. Donc ça, c'était l'exemple au 1er janvier 2021. Donc effectivement, bon, il faudrait réactualiser un tout petit peu ces chiffres. La TVA ne change pas en France, mais effectivement, on a une petite adaptation du droit de consommation qui, lui, est calculé donc, à la quantité d'alcool pur par bouteille et la cotisation de sécurité sociale, qui avant était calculée en fonction du format, donc du centilitrage de la bouteille, qui est lui aussi, elle aussi, pardon, adapté à la quantité d'alcool pur. Donc voilà, si là, on a l'exemple d'une bouteille d'1 litre
à 40 degrés. Donc là, c'est volontairement mis sur une échelle d'1 litre, même si c'est relativement rare, peut-être en dehors des grandes surfaces. Donc, qui serait à un prix consommateur dans 16,50 €. On verrait que donc on a presque la moitié de la valeur, 7,21 €, donc qui serait pour les droits de consommation. Donc ça, c'est la taxe sur la quantité d'alcool pur. La cotisation de sécurité sociale, qui est aussi une taxe qui va s'appliquer pour les spiritueux à 18 degrés et plus. Donc, si vous affichez 18,5 degrés, la cotisation de sécurité sociale viendra s'ajouter en plus. Donc là, sans limite, hein, à partir de 18,5 étiqueté. Donc voilà, pour un total de plus de 9,50 €. Ensuite, la TVA, puisqu'effectivement, donc on a une taxe sur le prix de vente hors droit et aussi la TVA qui va aussi donc s'appliquer sur ces taxes indirectes. Et donc, en fait, voilà, vous avez donc le prix de vente de la bouteille qui serait de 2,97 €, une marge pour le distributeur. Donc maintenant, il y a une marge qui est imposée en France, un minimum de 10%. C'est pour éviter notamment que les supermarchés vendent. Alors, la vente à perte est théoriquement interdite, mais la loi Egalim, donc, qui est arrivée il y a 2 ans, en fait, impose une marge minimum, puisqu'effectivement, certains supermarchés en fait, se servaient des alcools comme produit d'appel. Et vous verrez souvent dans les supermarchés, les rayons de spiritueux sont tout au fond. Effectivement, c'était pour que les consommateurs passent le plus de temps possible dans les supermarchés. Donc, ils avaient des politiques de prix très agressives. Donc voilà, on a donc cette loi Egalim, donc, qui impose 1,50 €, un dixième de marge. Donc vous voyez, le montant total des taxes est de 12 € sur une valeur de 16,50 €. Effectivement, donc là, c'est pour des produits à destination donc, des grandes et moyennes surfaces. Effectivement, plus on est taxé, plus ça donne en fait un avantage compétitif aux spiritueux de qualité ou originaux, plutôt. Puisqu'effectivement, quand un consommateur va dépenser 1 € de plus, cet euro va être principalement impacté dans la qualité du produit, ou en tout cas la qualité du packaging. Effectivement, la valeur ressentie est énorme. Donc voilà, ça c'est un des avantages finalement du marché français, c'est d'avoir des très fortes taxes. Est-ce qu'il y avait une question? J'entends un micro, monsieur Généreux. Non. Ensuite, donc, pour regarder l'essentiel du marché, alors c'est là où on a les données, on va dire les données partie de taxes proportionnelles au prix ou taxes forfaitaires. Les taxes proportionnelles au prix, pour répondre à la question de monsieur Benoît Baudet. Alors, les taxes qui sont donc proportionnelles au prix, c'est la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée qui représente 20%. Voilà, en Europe, on est obligé d'avoir 3 niveaux de taxes différents. Donc, la taxe la plus forte est appliquée sur les spiritueux. Ce n'est pas comme les autres denrées alimentaires qui peuvent être à 5,5%. On a une TVA de 20%. Donc ça, c'est sur la valeur du produit et donc qui s'applique donc aussi évidemment sur la marge. Et cette taxe va aussi s'appliquer sur les droits de consommation et les cotisations. Et les cotisations et droits de consommation sont calculés donc au litre d'alcool pur. Donc, c'est la quantité d'alcool pur dans la bouteille. Donc ici, on a 0,40 litres d'alcool pur dans 1 litre à 40 degrés, 40% d'alcool volumique. Donc, on fait un calcul donc, de 40% de 18 € 267 et de 5,79 € pour la sécurité sociale. J'espère avoir répondu à cette première question. Cette déclinaison de prix actualisée se retrouve sur un site quelconque, site du gouvernement? Oui, alors on a, pour la partie des taxes, en fait, on a 2 sources d'information. Effectivement, les taxes, c'est géré chez nous donc, par le ministère de l'économie et spécifiquement donc, par les douanes. Donc ça, en fait, c'est dans un registre de douane qui est centralisé en Europe d'ailleurs. Donc on déclare le volume de la bouteille et les quantités d'alcool. Et donc on a des calculs automatiques qui sont faits et donc un reporting, des rapports qui sont envoyés de manière informatique en permanence. Donc les douanes connaissent exactement où sont toutes les bouteilles
avant comment dire, mises sur le marché, donc dans les entrepôts sous douane. Et une fois qu'elles sont sorties des entrepôts sous douane pour être donc mises à disposition des clients finaux, donc que ce soit les bars ou les cavistes ou autres, là, on va devoir payer ces droits de consommation et de cotisation de sécurité sociale. Donc, on a des entrepôts sous douane et ensuite des lieux de vente qui sont donc dédouanés, acquittés. On dit acquittés. La TVA, elle, ne se fait pas en cascade, elle est récupérable tant qu'on n'est pas le consommateur final. Donc, voilà. Tous les échelons payent 20% de TVA, mais elle est récupérable pour les entreprises et le consommateur final, lui, par contre, ne peut pas la récupérer. Alors, je ne connais pas les accords exacts qu'il y a avec le Canada. Si on est en libre-échange, ça doit normalement être tranquille de ce point-là. Quand on importe des spiritueux ou des denrées d'autres pays, des fois, on est obligé de s'acquitter de la TVA en entrant dans le pays et ensuite, elle est reversée à la société qui a importé. Donc, des fois, il peut y avoir des avances à voir. Je ne pense pas que ça soit le cas pour le Canada, mais ça peut quand même des fois impacter, en tout cas, la trésorerie, puisque ça peut prendre plusieurs semaines pour ensuite la récupérer, même si c'est une TVA sur une valeur plus faible. Donc, c'est bon. Donc, le marché des grandes et moyennes surfaces, la GMS, qu'on appelle aussi donc la grande distribution, c'est un bon indicateur de ce que l'on consomme en France, globalement, puisqu'effectivement, on parle de 5,5, 5,1 milliards, donc c'est plus de la moitié, et ça nous donne une bonne répartition, ça nous donne en gros le goût des Français. La consommation à domicile, versus hors domicile, donc comme on dit on-trade et off-trade. Désolé, même en France, on parle aussi en on-trade et off-trade. On parle moins français, on utilise beaucoup d'anglais dans notre industrie. Donc effectivement, cette consommation à domicile va représenter à peu près 80% du marché français. Donc on consomme finalement relativement peu de spiritueux dans les cafés, hôtels et restaurants. Pour une raison assez simple, c'est que dans les cafés, hôtels et restaurants, on va avoir deux moments de consommation. On va avoir l'apéritif, où là, en France, on a le whisky qui peut être consommé à l'apéritif ou on peut prendre un pastis, voilà, un anisé. Ou alors, ça va être plutôt des modes de consommation un peu plus festifs, type cocktail et long drink. Donc, quand on parlera de cocktail dans cette présentation, ça inclura aussi les long drinks, donc toutes les boissons mélangées, donc jusqu'au gin tonic. Donc, effectivement, en France, ça va être le mojito, le gin tonic, vodka Red Bull pour certains, ça dépend des âges des consommateurs. Et effectivement, ça sera plutôt en fin de soirée. Il y a le spritz aussi, qui est aussi très important maintenant en France. Ce qui est très important de retenir à ce niveau-là, c'est qu'aussi, effectivement, et on le verra un peu plus tard, il y a beaucoup de contrôle sur les routes. Donc, l'alcoolémie au volant est très contrôlée. Et effectivement, on a vu une forte chute donc de la consommation, notamment des digestifs dans les restaurants, en dehors des centres urbains. Donc, effectivement, si on a des chauffeurs ou des moyens de transport publics à disposition, il est toujours possible d'avoir un marché, donc dans les grandes villes comme Paris, la nuit. Mais ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué depuis qu'on a instauré le permis à points en France. Il y a une autre question. Non. Donc voilà, donc l'essentiel du marché français, si l'on regarde en volume ou en valeur, c'est le whisky. Alors, la France est peut-être un des pays qui consomme le plus de whisky par habitant au monde. Il me semble qu'à un moment, il y avait quasiment que la Grèce qui était devant nous. C'est-à-dire qu'on est entre 39 et 42% du volume de spiritueux consommé en France par les Français, donc qui est représenté par du whisky.
On le voit aussi bien donc en volume qu'en valeur. Effectivement, le whisky, puisque nous sommes en France et donc dans l'Union européenne, c'est 3 ans de vieillissement minimum. Ça tombe bien, c'est la même norme que pour vous au Canada. Ce qui est un peu plus gênant, par exemple, pour je sais pas, les whiskies japonais qui n'ont pas un minimum de vieillissement de 3 ans ou américains. Mais voilà, ils sont obligés de vérifier l'âge et on contrôle ça assez fortement. Et on a vu effectivement de la part de la répression des fraudes, voilà, des whiskies qui n'avaient pas le compte d'âge minimum. Bon, alors, il me semble que la réglementation canadienne, c'est toujours 3 ans, donc pour ça, il n'y a pas de souci pour vous. Et donc, vu que c'est un spiritueux donc vieilli, un spiritueux brun, effectivement, il est plus valorisé que les autres spiritueux, comme la vodka, par exemple, qui n'est pas vieilli en règle générale. Donc voilà, donc le marché du whisky est archi dominant, vous voyez, quasiment 45% en valeur et en progression. La deuxième catégorie la plus consommée en France, ce sont les anisés. Le fameux pastis de Marseille essentiellement, un peu d'anisette, donc qui sont des liqueurs d'anis, et très très peu d'absinthe, même si l'absinthe est à nouveau légale en France et en Europe. Donc les anisés représentent toujours 20% du marché en France. Donc si on considère à peu près les volumes, on parle de 200 millions de bouteilles de whisky pour un peu moins de 100 millions de bouteilles d'anisés, autour de 90 millions de bouteilles d'anisés. Alors, le marché des anisés est un marché qui est en décroissance. Je parlais de consommation générationnelle. Là, on est complètement dedans, effectivement, puisque effectivement, les jeunes consomment toujours du pastis, mais de moins en moins. Donc, globalement, c'est plutôt les anciennes générations qui ont consommé tout le temps à l'apéro, et maintenant, c'est, on va dire, des consommations plutôt en pointillé. On va dire que tout le monde en consomme. Donc, il y a évidemment un énorme marché des anisés, comme dans tous les pays méditerranéens, et plus spécifiquement de pastis. Ensuite, les catégories, alors souvent, la troisième catégorie maintenant, c'est le rhum. Ça n'était pas le cas avant, mais maintenant le rhum est repassé devant. Donc la France est un très grand producteur de rhum, hein. On produit l'équivalent de 60 millions de bouteilles de rhum dans les régions d'outre-mer françaises, parce que nous, en France, on a des régions d'outre-mer. Donc ça fait bien partie de la réglementation française et européenne. C'est un peu notre exception culturelle à nous, Français. Et donc, nous sommes des gros producteurs de rhum et nous consommons aussi donc, beaucoup de rhum d'importation type Havana Club, Bacardi, et ainsi de suite, ou même des rhums d'importation haut de gamme, très premium, comme Diplomatico du Venezuela ou Don Papa des Philippines. Donc, des produits qui peuvent être à plus de 40 euros, voire plus de 35 euros en grande surface et plus de 40 ou 50 euros chez des détaillants. Donc le rhum est aussi, ça c'est très important, en très très forte progression. Vous voyez ici dans les chiffres, hein, en valeur, la progression du rhum sur un an, c'est 16%. Donc effectivement, on se rend compte que si le whisky progresse, c'est moins rapidement que le rhum. Le rhum est en train de reprendre des parts de marché en volume et en valeur. Donc on a vraiment une énorme dynamique, surtout sur les plus jeunes générations. Donc en dessous de 50 ans, le rhum est en train petit à petit peut-être de repasser peut-être devant le whisky, donc qui est le spiritueux de prédilection des Français. Ensuite, vodka, tequila, gin. Alors, la tequila reste relativement petite. La vodka représente à peu près 30 millions de litres. C'est le gin qui progresse, qui était la catégorie qui a la plus forte premiumisation et qui revient très très fort depuis qu'on a effectivement un choix pléthorique et aussi les bons mixeurs, puisqu'effectivement ici on a des mixeurs haut de gamme, Schweppes Premium, Fever Tree et ainsi de suite, qui permettent donc de commercialiser aussi les jeans haut de gamme ou les jeans de terroir, les jeans spécifiques. Ensuite, les liqueurs. La France est un très grand producteur de liqueurs et un très grand exportateur. On reste aussi donc un très grand consommateur de liqueurs, de crèmes et de fruits et ou de plantes, comme la chartreuse par exemple. Et ensuite, en fait, des catégories qui sont très connues à l'export sont finalement très peu consommées par les Français, en dehors d'une consommation, on va dire, régionale. Que l'on prenne l'exemple ici du cognac,
du Calvados ou de l'Armagnac, vous voyez qu'effectivement, si on les met, ces trois catégories qui sont très connues, ces très grandes appellations d'origine contrôlée, elles ne représentent qu'un peu plus d'1% du marché français. Voilà, ce sont des produits qui sont essentiellement exportés ou qui ne connaissent qu'une consommation régionale. Alors ensuite, si on regarde l'on-trade, donc le CHR, donc nous on dit HoReCa, CHR, café, hôtel, restaurant. Effectivement, là, on a des consommations qui sont un peu différentes. Vous voyez que le whisky n'est pas nécessairement en tête. Comme je vous le disais, effectivement, quand on sort en France, on va prendre beaucoup de rhum. Les plus jeunes sortent plus et surtout, on va avoir beaucoup de cocktails à base de rhum, donc Cuba Libre ou surtout Mojito, hein. Le Mojito est archi dominant depuis une vingtaine d'années en France. Et donc, on peut faire énormément de variations sur ce Mojito. Donc, effectivement, le rhum est très, très représenté dans le monde du bar, ainsi que les liqueurs, effectivement, pour la partie cocktail. Les liqueurs ne seront quasiment jamais consommées pures, elles sont toujours utilisées mélangées. Et le whisky, finalement, est relativement onéreux, on va dire. Donc, effectivement, en volume, il est plus faiblement représenté. Les anisés sont relativement stables. Et là, on a quand même l'avantage de voir aussi la différence de consommation entre gin, vodka et cachaça. Alors, ce graphique-là, c'est celui d'une année Covid. Donc, effectivement, vous voyez que le marché a été divisé par deux. Effectivement, les bars ayant été fermés. Hein. Normalement, il faut au moins doubler le volume de 11 millions de litres. Si vous le voulez, vous pourrez télécharger. J'ai mis quelques liens aussi. Donc là, c'est sur spiritueux.fr, qui est donc le site de la Fédération française des spiritueux, où vous pouvez retrouver l'essentiel de ces informations année après année. Donc effectivement, on pourrait regarder en dehors du Covid, mais les proportions n'ont pas trop changé. Mais on voit une très forte résilience du rhum malgré tout. Et on a les amers, donc tout ce qui est Campari, Aperol, qui sont très puissants. D'ailleurs, ils sont devenus tellement puissants que Campari a racheté son distributeur, qui était Rothschild. Rothschild de vin était quand même un des grands acteurs du vin en distribution en France. Et donc le Spritz et ou un petit peu le Negroni ont tellement progressé qu'effectivement, les amers maintenant sont significatifs. Alors, on utilise aussi les amers en France pour les mélanger à la bière. Voilà. Alors, si on regarde le paysage des spiritueux en France, ce qui est très intéressant, c'est que les Français, bon, on a vu des chiffres, mais en fait, il y a des opportunités un peu pour tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas fermé à 3 ou 4 grandes catégories. On a vu déjà qu'il y avait une belle répartition entre des spiritueux traditionnels, des liqueurs. Donc, on a des degrés d'alcool différents. On a des alcools vieillis, des alcools non vieillis, des alcools de blanc, des alcools de fruits, des alcools de grains, le rhum, et on a toutes sortes de valeurs, d'âge aussi, donc qui sont représentées. Et parce qu'en fait, le paysage et les traditions régionales françaises en fait, ne font que s'additionner. Et effectivement, on a à la fois des productions régionales spécifiques, mais aussi des consommations régionales spécifiques. Donc, on ne consomme pas nécessairement la même chose en Normandie qu'à Cognac, où je me trouve, ou à Paris, ou à Marseille, ou en Corse, ou en Alsace. Donc, effectivement, on va dire par exemple que la façade atlantique, elle, est très consommatrice de rhum, par exemple. Et les régions de l'Est, donc, qui sont à la frontière avec l'Allemagne, la Suisse, sont des grands consommateurs de boissons traditionnelles, donc eau de vie de fruits, cognac, et ainsi de suite. Donc, on a des grands écarts, mais surtout une grande diversité. Donc, vous voyez, c'est ça qui est très intéressant en France. Donc, même des produits surprenants peuvent finalement trouver leur place parce que les gens ne sont pas fermés. Et même les menus dans les bars ou les rayonnages sont quand même assez ouverts et on peut facilement intégrer donc de la nouveauté, encore plus quand on a la mixologie. Donc, on fait bien du gin et des genièvres, traditionnellement en France, des eaux de vie de fruits, des liqueurs, de l'absinthe, du génépine, voilà, des différentes armoires qui peuvent être traversées. On peut travailler la pomme, le raisin, la poire, mais aussi donc, les agrumes. Donc, il y a une énorme diversité. Et on fait du whisky. Voilà. On a 2 indications géographiques, une en Alsace et une en Bretagne pour les whiskies. Donc, c'est vrai que l'industrie du whisky français est en train de se développer, même si
elle ne représente pas encore 1% du marché. Donc, sur 200 millions de bouteilles à 70 centilitres, elle ne représente pas encore 2 millions de bouteilles. Ça fait un peu plus d'1 million de litres seulement qui sont commercialisés, mais en forte progression. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est assez important à noter. Donc effectivement, quand on regarde le spectre des spiritueux québécois, beaucoup, en fait, ont déjà des homologues ou des modes de consommation qui existent en France. Donc c'est assez intéressant d'aller étudier comment ils sont consommés, où est-ce qu'ils sont consommés, par qui, et de trouver voilà, les bons partenaires commerciaux pour arriver à les diffuser et en tout cas à les faire goûter à ces consommateurs potentiels. Alors non, nous n'avons pas d'acérum de spiritueux d'érable, effectivement, ça serait une spécificité purement québécoise, mais il me semble que les autres ont des homologues. Et donc, alors là, on ne le voit pas, c'est un petit peu coupé, mais effectivement, on a aussi des territoires ultramarins qui nous apportent essentiellement du rhum, mais aussi donc des liqueurs et des eaux de vie de fruits tropicales. Alors là, je sais qu'il y a une démarche actuellement pour donc les indications géographiques, donc la reconnaissance de l'acérum comme une indication géographique et aussi des spiritueux québécois comme une indication géographique. Et ça, je pense que c'est une très bonne démarche. Je travaille avec beaucoup d'appellations et effectivement, c'est quelque chose qui marche très bien en France. Effectivement, on est habitué aux AOC, indications géographiques, dans le monde du vin, mais nous, aussi dans les spiritueux, il n'y a pas que les eaux de vie de vin ou les eaux de vie de marc, il n'y a pas que le cognac, l'armagnac ou les mares, je sais pas, le marc de Bourgogne qui ont des indications géographiques. Ça s'est ouvert petit à petit depuis 1942 aux autres types d'alcool, comme le Calvados, donc qui est une eau de vie de cidre. Il y a aussi l'eau de vie de cidre de Normandie, l'eau de vie de cidre de Bretagne, l'eau de vie de cidre du Maine. Je vous ai parlé de l'absinthe. L'absinthe de Pontarlier est une indication géographique. Le Kirsch de Fourgerolles, la Mirabelle de Lorraine, le Kirsch d'Alsace, ainsi de suite, ont leurs indications géographiques ou leurs AOC. Donc on parle d'AOC au niveau français et d'indications géographiques au niveau européen pour les spiritueux. Et l'AOC est au-dessus de l'indication géographique en France. Mais au niveau européen, il n'existe pas d'AOP des spiritueux. Voilà, c'est pour ça qu'on parle d'AOC et d'indication géographique. Donc, elle représente quand même 45% de la production française. Donc, les Français sont habitués à ça. Donc, effectivement, si le Québec arrive à avoir des indications géographiques et qu'elles sont ensuite reconnues en Europe, ça sera un argument de vente, puisqu'effectivement, les Français ont un fort attachement donc, à cette notion de terroir, d'histoire et de goût très spécifique. Vous voyez, on a quatre régions ultramarines, on a 7 indications géographiques, dont une AOC pour les Roms, et on va peut-être en avoir encore une autre, par exemple, pour la Polynésie française. Donc, on peut avoir plusieurs indications géographiques sur un terroir. Et ça, c'est un argument très fort. D'où les indications géographiques régionales sur le whisky, par exemple. Alors, il y a une question. Alors, Alexis Taoufik. La question est: quel style de whisky est le plus consommé? Eh bien, ça tombe bien, on y arrive. Alors, pardon, là, je montrais, juste pour ceux que ça intéresse, un peu toutes les indications géographiques à l'heure actuelle en France, et il risque d'y en avoir de plus en plus. Et l'Union européenne en reconnaît de plus en plus en France, en Europe, et on a aussi de plus en plus de reconnaissance d'indications géographiques extra-européennes, comme le rhum du Guatemala, le rhum du Guyana, le rhum de Demerara, donc bientôt peut-être le rhum de Jamaïque, ainsi de suite. Saké du Japon ou les chouchous japonais, les baiju chinois, ainsi de suite, ont des indications géographiques reconnues. Et là, ça vous donne une idée, on va dire, des spiritueux les plus consommés par région, en tout cas ceux qui ont une forte identité locale. J'arrive, hein, Alexis, sur les questions du whisky. Donc, pour vous dire, voilà, l'importation des spiritueux. Donc, l'importation des spiritueux, on va parler de 1,2 milliard en valeur, donc sur un marché de 9 et quelques milliards. Et donc, vous voyez que quasiment 60% de l'importation de spiritueux en France, c'est le whisky. Alors, historiquement, ce qu'il faut savoir, c'est que les Français ont été des grands adeptes donc, du whisky et surtout du Scotch whisky. Donc, le marché français, c'est 40 et quelques 45% en valeur, 40% en volume de whisky, donc 200 millions de bouteilles, de colle, comme on dit, et c'est le Scotch whisky qui en représente 90%. Donc, plus de 180 millions de bouteilles par an de Scotch sont consommées en France. Donc là, on va distinguer essentiellement deux catégories: les Scotch blended,
sans mention d'âge et les single malt souvent avec mention d'âge. Les scotch blended de plus de 12 ans ou avec une mention d'âge sont quand même relativement rares. Donc, on va consommer plutôt des scotch premier prix avec des marques connues, parfois dans des déclinaisons qui peuvent être aromatisées, donc ils perdent la mention whisky, mais effectivement, on a où ils sont baissés aussi en degrés, donc on a des versions aromatisées à base de miel et autres. Et ça, c'est surtout en grande surface. Ça a permis de premiumiser un tout petit peu ces catégories-là, c'est-à-dire de mieux valoriser le litre, en gros, puisque on est en 35 degrés d'alcool et on a un prix plus élevé que la bouteille à 40. Donc, des versions aromatisées existent, mais voilà, on boit surtout du scotch premier prix pour être mélangé, hein, whisky coca ou autre. Ensuite, on déguste, on va dire, des single malt sur glace et ou avec de l'eau pétillante ou pure. Donc voilà, on a une segmentation très forte. Et donc, la France est le premier importateur de scotch whisky au monde. C'est 1,250 milliard de bouteilles, donc 1,250 milliard de bouteilles produites chaque année en Écosse. Et donc là-dessus, 15% arrivent en France. À peu près 25% des distilleries, en tout cas de la production écossaise, appartient à des groupes français. Et donc ça a été mis en place déjà en termes d'image après la Seconde Guerre mondiale, par nos libérateurs, les Américains, mais aussi les Canadiens, et ainsi de suite, évidemment. Merci encore. Derrière, donc, on a pris ce mode de consommation donc le whisky est devenu archi-dominant, ce qui n'est pas du tout le cas avant, en termes d'image. Et après, donc, il y a eu la politique des quotas qui a été abrogée à partir des années 80 jusqu'à la mise en place du marché unique européen et donc la libéralisation des échanges. Et à partir de là, donc, les groupes français ont développé des marques spécifiques pour le marché français. Donc, on n'a pas que des marques internationales. Un exemple, Johnny Walker, qui représente 1/5, donc une bouteille sur 5 de Scotch whisky vendu dans le monde, ne marche quasiment pas en France. Voilà. Ce n'est pas une marque très importante, même en grande surface. Elle a de l'image, mais elle ne représente pas des volumes importants. Voilà. On a des marques spécifiques en France qui vont représenter des volumes de 15, 20, 30 millions de bouteilles, qui sont Label 5 ou William Hill, donc, qui ont été créés par des groupes français. Et donc ça c'est l'essentiel de la consommation. Donc blend, très important, et les single malt aussi, on reste, il me semble, un des 3 premiers marchés au monde du single malt. Alors après, il y a un biais sur la valeur au niveau des exports. Si vous regardez la Scotch Whisky Association, si vous regardez les chiffres de l'export, vous verrez que la France ne représente pas une valeur si importante pour une raison très simple, ce sont des intragroupes. Donc, où est-ce que l'on va déclarer la valeur ajoutée? Est-ce que ça va être en Écosse ou est-ce que ça va être en France? Puisque ça va être essentiellement commercialisé en France. Et après aussi, autre marché important en Europe, c'est l'Espagne, où les grands groupes français ont souvent des filiales de distribution. Donc, effectivement, cette question se pose et cette question va encore plus se poser maintenant que le Brexit est en place. Donc, effectivement, il ne faut pas se fier uniquement aux chiffres de Scotch Whisky Association. Voilà. La question, c'est où se fait la plus-value quand on est en intragroupe. Et donc, le reste, les autres 10%, donc je vous disais, on est à peu près à 1% de whisky français. Donc, le whisky français, oui, il y a une centaine de distilleries, mais aucune n'est vraiment significative en volume. Alors maintenant, certaines vont pouvoir dépasser les commercialisations de plusieurs centaines de milliers de bouteilles, mais aucune 1 million. Un exemple en Allemagne, en comparaison, c'est un marché qui est 3 fois plus petit en termes de whisky. C'est autour de 60 millions de bouteilles, mais 10 millions de bouteilles sont du whisky allemand. Donc voilà, l'industrie française ne sait pas. Il y a du savoir-faire en distillation, en vieillissement, en brassage, mais finalement, personne n'avait vraiment misé sur des marques made in France. Donc le reste, voilà, 8-9%, c'est en fait du whisky japonais très haut de gamme. Voilà, moi j'ai travaillé pendant 5 ans à la maison du whisky. On avait quasiment le monopole du whisky japonais en Europe. J'étais le premier à acheter un fût de whisky japonais exclusivement pour l'export chez Suntory. On faisait la même chose avec Nikka, puis les autres que vous connaissez peut-être. Effectivement, on est le premier marché, donc ça représente énormément en valeur. En volume, on est sur un peu plus d'1 million, 1,5 million de bouteilles de whisky japonais commercialisées en France, mais c'est contingenté, donc il n'y a pas de progression. Ou très faible en tout cas sur cette catégorie-là. Et donc après, c'est essentiellement du whisky américain et Jack Daniels en tête, qui a une très très forte notoriété. Et ensuite, on a différentes marques de bourbon, mais aucune ne se taille, on va dire, la part du lieu.
voilà, on a très peu de malt. Ils sont en train de codifier le single malt aux États-Unis, c'est très très peu développé chez nous. Par contre, les crafts, oui, ont une part de marché. Moi, j'ai commencé à importer des crafts autour de 2006, des crafts américains, hein, des rye, single malt rye, puis des bourbons, des four grade bourbon dans des mini-fûts et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui s'est mis en place, en tout cas dans les réseaux et maintenant de plus en plus dans la consommation. C'est-à-dire qu'il faut importer ces produits-là, les faire goûter aux prescripteurs, aux journalistes, aux acheteurs, aux cavistes, aux sommeliers, aux barman, et petit à petit créer cette demande. Donc cette demande-là, ce marché-là et ces réseaux de distribution, cette valorisation-là, c'est fait il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est développable en tout cas, même si ça n'est pas encore très significatif en valeur. Ensuite, si on enlève en gros le Scotch whisky qui fait la moitié, on a à peu près 10%, 10% pour la vodka, 6 pour le rhum importé, 10 pour 9 pour les liqueurs, ainsi de suite. Gin et genièvre, encore peu importés en valeur en tout cas. Effectivement, on importe, en tout cas, on importait beaucoup de gin d'Angleterre, mais effectivement, on en fait beaucoup en France. Hein. On a peut-être maintenant plus de 300 ou 400 marques de gin en France, là où on en avait peut-être que 2 ou 3 il y a une quinzaine d'années encore. Ensuite, peut-être, pardon, il y a une inversion dans les slides, excusez-moi. Alors, sur un petit point aussi sur le whisky canadien, parce que c'est la catégorie de spiritueux la plus représentée en France à l'heure actuelle, par rapport à l'image Canada, pas spécifiquement Québec, évidemment, puisque c'est une industrie qui est relativement jeune. Il n'y avait pas toutes les autorisations pour monter toutes les distilleries. C'était les vieilles lois de la prohibition, si je me souviens bien. Donc, on importe du whisky canadien en France ou directement, ou il est assemblé avec d'autres whiskies, souvent, malheureusement, pour faire des produits relativement bas de gamme, donc de 3 à 5 ans d'âge, vendus donc en grande surface, en grande distribution, donc en GMS. Et donc, il y a une marque, encore une fois, les Français créent des marques, donc une marque Sam Barton, donc qui représente 90% des volumes, donc c'est en grande surface, c'est plutôt des whiskies premier prix, souvent moins chers, donc du Jack Daniels ou autre, et très compétitif avec les blends écossais, donc qui représentent à peu près 800 000 litres. Voilà l'image qui pourrait être perçue en tout cas. Donc, une marque archi-dominante, des fois des assemblages en partie canadiens, qui va être mélangé même à des whiskies indiens ou autres, des whiskies non européens. Surtout en grande surface, donc peu de demandes en dehors, sauf à part dans le monde traditionnel du bar et en particulier la mixologie, où on perçoit donc les whiskies canadiens surtout comme des whiskies de seigle, et donc on fait appel à des marques type Crown Royal et ainsi de suite, donc souvent celles des grands groupes qui vont être utilisées en mixologie pour faire des Manhattan et autres. Voilà. Donc c'est vrai que tous les jeunes diplômés des mentions complémentaires barman ou autres, des centres de formation, donc qui sont reconnus par l'État, donc soit en formation professionnelle, soit directement dans les lycées hôteliers, en général associent whisky canadien au whisky de seigle et donc à l'univers de la mixologie. Donc la bonne chose, c'est qu'on en trouve quand même sur les listings et sur les réseaux de distribution. Donc ce n'est pas une catégorie inexistante. Après, si on n'est pas un whisky de seigle, il faut l'expliquer. Mais comme je vous disais, donc on a un engouement quand même pour l'univers du single malt en général, tourbé ou non. La France adore les whiskies tourbés, et les produits craft, les finitions, ainsi de suite. Donc là où les produits à fort discours et à forte spécificité. Si on regarde la distribution, donc si on va regarder donc la consommation à domicile, donc ça veut dire ce qui va être acheté chez des cavistes ou dans la grande distribution, et là on parle quand même de 80% du marché, on a un système à 4 ou 5 niveaux, souvent très séparés. Ah, la question des sans-alcool. Quand vous dites sans-alcool, vous dites spiritueux sans alcool? C'est ça? Oui, alors les spiritueux sans alcool, les spiritueux sans alcool sont vraiment développés à partir de 2015 en production et en distribution en Grande-Bretagne, ensuite aux États-Unis et en Australie. C'est vrai que nous, d'un point de vue français, on considère effectivement que c'est quelque chose qui est très nouveau,
Mais les grands groupes sont dessus, que ce soit Pernod Ricard, que ce soit même Bacardi, ainsi de suite, donc sur des apéritifs sans alcool ou des spiritueux sans alcool. Je l'ai intégré un peu plus tard dans la présentation, mais en fait, on est en cours de création d'une réglementation, puisqu'effectivement, normalement, une boisson spiritueuse doit contenir de l'alcool. Donc, même la communication et le marketing ou l'étiquetage doivent être codifiés, ou en tout cas, ils peuvent être considérés comme répréhensibles. Donc, c'est assez compliqué à l'heure actuelle. Alors, on a de plus en plus de développement en France. Effectivement, on vient de sortir du Dry January, qui prend donc ce janvier sans alcool, le mois de janvier sans alcool, qui commence à prendre de l'ampleur chez les jeunes et ailleurs. Dans d'autres pays, c'est un peu différent. En Belgique, ils font la tournée minérale, mais c'est au mois de février, donc qui est le mois le plus court de l'année. Donc, on a différentes tentatives comme ça. Donc, oui, il y a une petite place en mixologie pour sans alcool, et en tout cas, on voit aussi des cartes d'établissement très poussées qui sont associées à la mixologie gastronomique, on va dire, hein, vraiment des lieux qui créent des tendances, qui vont intégrer le cocktail toute la journée, puisqu'effectivement, le monde du cocktail était plutôt fermé au moment de la nuit. Et maintenant, on a cette mixologie qui arrive le jour, donc qui peuvent arriver en fin d'après-midi ou même lors du déjeuner. Et donc, cette mixologie, c'est des moments qui sont plus propices pour avoir du sans-alcool. Donc, effectivement, on a des lieux qui proposent de l'offre sans alcool avec ces différents spiritueux sans alcool. Donc, on a aussi des marques françaises, même spiritueux sans alcool bio, qui se développent, mais on va dire qu'on a 4-5 ans au moins de retard sur ces pays anglo-saxons et ces modes de consommation qui ont plutôt marché dans des pays protestants. Donc, pour le moment, ce ne sont pas des modes de consommation qui sont très développés dans nos cultures, mais en tout cas, on voit effectivement qu'il y a des périodes ou des moments ou des lieux qui sont plus propices. Je vais prendre des exemples de lieux qui se sont créés où effectivement, on a des menus miroirs, des menus de cocktails miroirs. C'est-à-dire qu'on peut avoir les mêmes boissons avec et sans alcool. Donc, on va utiliser des substituts, des boissons à base de thé, et ainsi de suite pour se substituer, ou des spiritueux sans alcool. Et on a donc des bars aussi donc, avec des barman, donc des mixologistes qui vont travailler dès le midi, voire par exemple la Samaritaine, qui est un lieu historique français, va servir des cocktails de 10 heures du matin à plus de minuit. Et donc, en fait, ils ont créé différents menus, ils ont 4 ou 5 menus en fonction des moments de la journée. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant puisqu'effectivement, ça va nous donner des tendances. Si on se projette sur 2025 ou 2030 et la croissance de ces marchés-là, effectivement, ce sont des marchés qui sont encore, on va dire, très émergents. Et si on me pose la question, on commence à voir seulement l'autorisation, donc depuis cet été, de la commercialisation claire, légale de produits à base de CBD, donc de cannabidiol aussi. Donc ça, ce n'est pas le sans-alcool, c'est les autres produits à effet, comme on dit. Et ça commence tout juste à se développer. Et ça se développe aussi dans l'univers de la mixologie. Donc on peut avoir des cartes de cocktail à très bas degré d'alcool ou avec l'option ajout donc de CBD. Voilà, tout ça, c'est les nouveaux modes de consommation. Voilà, j'espère avoir abondamment répondu à cette question, mais qui est effectivement, j'imagine, très importante, puisque si vous êtes des entreprises jeunes, en général, vous êtes plutôt aussi sur ces catégories très dynamiques qui sont des belles opportunités. Donc, chez nous aussi, ça en est. L'avantage, c'est que souvent, vous avez des beaux packaging et donc une perception, vous pouvez avoir un pricing qui est assez proche de celui des jeans habituels, donc autour des 25-30 €, alors que vous n'avez pas toutes ces taxations que l'on a pu voir avant. Et oui, ça doit être à peu près le même cas chez vous au Québec. Et encore, bon, les circuits de distribution sont à peu près les mêmes. Après, le souci, c'est l'étiquetage et le marketing et la communication qui, eux, doivent être réglementés. Et aujourd'hui, on est un peu dans un flou. Voilà, donc je reviens sur la structuration. Je pense que c'est assez important de comprendre comment ça marche exactement en France. Donc, on a le ventre du marché, donc, qui vont être les grandes surfaces, la GMS. Donc, voilà, vous avez l'essentiel. Ça, c'est l'essentiel des plus grands acteurs de vendeurs de boissons en France. Donc, Auchan, Carrefour, Leclerc, Intermarché, Système U. Donc, c'est
et surtout les super U, Cora, Aldi, Lidl. Alors, ce qui est important, c'est qu'effectivement, ils ont des centrales d'achat, mais certains peuvent avoir des spécificités d'achat locales, régionales ou locales. Donc, un Leclerc n'a pas forcément le même assortiment qu'un autre. Tout ne passe pas par la centrale. Et autre chose aussi, c'est qu'ils ont différents niveaux. Donc, certains chaînes de supermarchés ont 5 niveaux de magasins, d'autres vont jusqu'à 9 niveaux de magasins. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans un Leclerc luxe, où on va acheter du caviar, des champagnes très chers et des verticales de millésimes de premier grand cru de Bordeaux. On a un marché des cavistes en supermarché qui est absolument essentiel, qui est ultra développé pour les vins, et il y a un rattrapage au niveau de l'espace, donc des rayonnages et des vendeurs spécialisés, donc aussi donc vin et spiritueux maintenant. C'est surtout le vin. Donc on peut acheter du Pétrus en supermarché en France au moment des foires au vin, mais maintenant on commence de plus en plus à avoir aussi des spiritueux très haut de gamme. Donc c'est très difficile de négocier avec les grandes surfaces. Effectivement, ça doit se faire tous les ans. En gros, une fois par an, il faut que tous les prix soient réglés pour l'année au mois de février. Il ne faut pas trop de volatilité sur le transport ou autre. Et sur les coûts de matières sèches, on connaît bien la situation actuelle. Mais effectivement, les places en grande surface sont relativement chères, mais on voit aussi donc, des achats de plus en plus variés. Donc, on peut voir effectivement même, je sais pas, des bouteilles de whisky à 150 € en grande surface, des marques spécifiques très haut de gamme qui ne sont que en grande surface, ou voilà, aussi des rhums très chers à 100 €, des jeans à 50 €, ainsi de suite. En général, ces produits-là ne sont pas accessibles à ces acheteurs-là et ils sont très heureux de les avoir. Donc, ça peut être une stratégie, on va dire, marginale d'aller essayer de les trahir. Après, on peut avoir des exclusivités temporaires avec l'un ou l'autre, ou choisir le niveau. Comme dit, le plus haut niveau d'un Leclerc est, par exemple, beaucoup plus haut qu'un caviste lambda en. Autre élément important, c'est que je vous ai parlé des foires au vin, effectivement, qui sont très importantes, notamment au mois de septembre. On a aussi des foires au whisky, voire des foires au rhum, voire des foires aux spiritueux maintenant. Donc effectivement, on va avoir des prospectus avec des pages ou plusieurs pages dédiées au rhum, au whisky et ainsi de suite, qui vont être mis en avant. Donc voilà, vous avez des rhums type Zacapa ou autres qui vont vraiment se développer. Voilà, c'est surtout des spiritueux de rhum, mais on peut voir voilà, d'autres marques y aller. Un exemple, c'est un référencement d'un gin premium récemment, c'est Botaniste du groupe Rémy Cointreau, donc de la distillerie Bruichladdich, considéré voilà, comme une référence, qui est rentré aussi dans ce réseau de GMS. Donc ça, c'est très nouveau. Voilà. Donc il y a une appétence pour ces acheteurs-là, même s'ils connaissent relativement peu. Ils sont relativement peu formés, on va dire, sur les spiritueux. Et il y a des réglementations en Europe où ils ne peuvent pas acheter n'importe où non plus. Voilà, il y a certaines protections par rapport à ça. Ils ne peuvent pas juste acheter, je ne sais pas, en Pologne ou autre, certains produits ou en Belgique. C'était une pratique courante, mais c'est assez contrôlé. Il faut qu'ils achètent un acteur français. Donc ça c'est important. Alors il y a aussi du hard discount qui existe, mais je ne pense pas que ce soit une cible. Donc les GMS qui peuvent être structurés, qui ont des zones un peu différentes et des moments différents. Ensuite, donc après au-dessus, au niveau donc de la consommation à domicile, on a les chaînes de caves. Donc la plus connue, c'est Nicolas, hein, qui a un peu plus de 500 magasins, donc 400 en France et un tout petit peu dans les pays frontaliers. Donc la chaîne Nicolas, c'est la plus grande. Donc effectivement, une chaîne comme Nicolas essaye d'avoir des produits, si ce n'est des marques, que l'on ne retrouve pas en grande surface. Donc, les magasins Nicolas vont être situés surtout au centre-ville, les grandes surfaces donc aux abords des grandes villes, même s'ils ont aussi des petites surfaces maintenant dans les centres-villes en France, avec des rayons spiritueux, on va dire, relativement peu développés, plutôt du service. Donc Nicolas est obligé de se démarquer par rapport à cette intrusion donc, du monde de la grande distribution dans les centres-villes. Et voilà, la politique, c'est la différenciation. Donc souvent, on a des produits spécifiques pour la grande surface et ensuite des séries spéciales pour les chaînes. Alors les chaînes, il y en a, c'est très dynamique en dehors de Nicolas. Il y a aussi V&B, donc pour vin et bière, où c'est plutôt des caves avec un bar after work, où on va goûter des bières, donc plutôt en périphérie, mais même si maintenant ils ouvrent maintenant des boutiques en centre-ville, où V&B, c'est la chaîne qui grandit le plus vite. Ils ont 10, 20 ouvertures au moins par an, et ils peuvent avoir même des embouteillages spécifiques donc, pour la chaîne, voire pour un seul point de vente.
Donc ça, c'est vraiment, ils sont vraiment à la pointe. Ils ont plusieurs centaines de whisky au catalogue et plusieurs centaines de rhums. Donc, si vous rentrez dans une boutique, il va y avoir 400 bières différentes, 300 vins, 200 whisky et 100 rhums, par exemple. Et maintenant, il y a les gins en plus. Donc, c'est vraiment des offres assez pléthoriques. Et après, on a des chaînes un peu plus traditionnelles, Repère de Bacchus. Alors, une nouvelle chaîne, Nissa, qui, elle, se spécialise dans les centres-villes et surtout sur la région Île-de-France, autour de Paris, et qui commence petit à petit à essaimer. Et voilà, on a des caves un peu différentes. Donc, en fait, certaines de ces chaînes que je vous ai citées là, hein, là, c'est les principales, peuvent être adossées à un grand acteur. Donc, ça peut être un acteur de la distribution dans le monde du bar ou alors un grand groupe, évidemment, de vin ou un grand groupe de spiritueux. Alors, il y a une question. Ah, oui, il y en a qui ont leur micro. Hop là, pardon. Voilà, vous n'aurez plus trop de bruit parasite. Oui, je suis désolé, avec le Covid, j'ai obligé de garder les enfants. Donc voilà, donc souvent on a une structuration un peu spécifique, ou alors on est obligé de développer aussi des coffrets. Ils aiment bien les coffrets et ce type d'activation dans les chaînes, des coffrets avec des verres, des coffrets mixologie ou autres. Ils étaient très friands de ça en tout cas. Ensuite, il faut le noter, souvent on peut avoir des tendances aussi dans ce qu'on appelle les large stores, donc le Bon Marché, Galerie Lafayette. Donc le Bon Marché, c'est la grande épicerie, ça appartient au groupe LVMH. Les Galeries Lafayette, ainsi de suite. Je voulais parler de la Samaritaine, mais il n'y a pas de caviste à la Samaritaine, c'est aussi le groupe LVMH. Mais ces large stores aussi, des fois, on peut y lancer des spiritueux novateurs. Ils aiment bien la nouveauté, même s'ils ont beaucoup de produits très, très traditionnels, on va dire, pour une clientèle très touristique. Ils ont aussi une offre souvent très novatrice pour essayer de toucher un public parisien pointu. Donc, il y a un double visage, à la fois boutique à touristes, on va dire, et l'autre côté, boutique novatrice. Donc, effectivement, ça peut être une opportunité pour avoir certains volumes, en tout cas faire des beaux lancements. Ensuite, l'autre étage de la fusée au-dessus, donc ça serait les cavistes indépendants. Donc, si on prend l'ensemble des chaînes cavistes indépendants, épiceries, large store et cavistes spécialisés, on parle de à peu près 8000 points de vente en France. C'est quand même assez conséquent, dont au moins 5500 commercialisent des spiritueux. Donc oui, vous avez des cavistes, des lieux qui restent ensuite exclusivement spécialisés dans le monde du vin ou dans le monde de la bière. Mais en général, ceux qui étaient dans le vin se sont largement diversifiés dans les spiritueux, whisky en tête, puis rhum, puis gin. Hein. Donc, ça va être 60% de leur chiffre d'affaires spiritueux sur le whisky, 30% sur le rhum et 5-10% sur le gin. Vodka et autres sont très marginaux. Après, on a les mixeurs, les amers, les liqueurs, ainsi de suite, pour les cocktails qui viennent dedans. Donc, les cavistes indépendants et épiceries, eux, ils sont très difficiles à toucher puisqu'effectivement, ils sont très éclatés. Hein, il existe même un syndicat des cavistes indépendants. Donc là, on a effectivement besoin de travailler non seulement avec un agent, mais effectivement avec des distributeurs. Ces distributeurs qui sont plutôt spécialisés donc, sur les produits haut de gamme exclusifs pour ces marchés-là. Part de vente des chaînes versus GMS. Bonne question. On n'a pas. Alors déjà, on a en tout, si on a 5500 points de vente, on va dire qu'on en a 1200 à peu près dans les chaînes. Et c'est assez difficile de connaître puisqu'on n'a pas forcément tous les chiffres de toutes les chaînes. En fait, là, on a des chaînes qui vont représenter entre 50 et donc 450 points de vente, mais on a des chaînes qui vont avoir 10 ou 20 établissements aujourd'hui et elles ne vont pas nécessairement nous donner leurs chiffres, notamment sur les spiritueux. Donc, certaines chaînes ont beaucoup de retard sur les spiritueux, sont trop dans le vin ou trop dans la bière. Donc, c'est assez compliqué, mais on peut largement estimer que ça représente plus d'1 milliard, 1,5 milliard. Donc effectivement, ça serait un quart peut-être de ce qui se passe en grande surface. Donc en volume, c'est bien moindre.
Par contre, sur le segment qui va nous intéresser, c'est quand même assez conséquent. Oui. Alors, les autres diapos, c'est beaucoup de réglementation ensuite. Ce sera juste pour vous, pour avoir les bonnes définitions. Ce sera plutôt des points techniques, mais c'est juste des vérifications. Donc les cavistes, ensuite on a des cavistes qui sont très spécialisés. C'est-à-dire que maintenant, on a comme autrefois on avait des caves qui n'étaient que sur le vin, on a des caves qui ne sont que sur les spiritueux, voire que sur un seul spiritueux. Alors c'est assez rare que sur un seul, on a des caves 100% whisky ou presque avant, à Paris, à Lyon et ainsi de suite, dans quelques grandes villes, Nice. Maintenant aussi, on a les caves à Rome. Donc voilà, c'est là où se créent les tendances rhum, c'est là où on peut facilement animer des dégustations de rhum, où les gens vont prendre des cours. On a aussi les formations WSET qui sont organisées maintenant aussi pour les gens qui veulent se spécialiser, voire se professionnaliser dans les spiritueux, qui sont souvent organisées dans des caves ou dans des centres de formation qui travaillent avec ces cavistes-là. Les cavistes peuvent être formateurs. On a le droit de vendre des prestations de dégustation si c'est associé donc, à ça. On ne peut pas vendre des verres chez un caviste, on ne peut pas vendre un verre. On est obligé de repartir avec une bouteille, mais sinon on peut acheter une formation où il y a aussi une dégustation. Donc ça, c'est très important pour créer les tendances. Effectivement, il y a énormément de dégustations qui sont organisées un peu partout en France, mais surtout chez les cavistes spécialisés, donc type Rhum ou autre. Vous tapez boutique Rhum en France, vous en trouverez aisément une quinzaine qui sont des purs acteurs du rhum et qui peuvent donc avoir plus de 1200 références de rhum. Pareil sur le whisky, on a aussi un ou deux cavistes qui sont spécialisés sur les alcools blancs, donc tequila, mezcal, gin et vodka. Mais ça reste relativement rare. Et maintenant, on a aussi les boutiques en ligne. Moi, j'ai géré whisky.fr, qui était le plus grand site de vente de spiritueux en ligne pendant très longtemps. Mais on a beaucoup d'acteurs donc, qui étaient soit des cavistes physiques qui ont aussi créé des boutiques en ligne, ou l'inverse, des boutiques en ligne qui se sont mises à créer des sites, des boutiques physiques. Donc, ça a marché dans les deux sens. Donc, souvent, c'est assez complémentaire. Amazon est peu développé. Ce n'est pas comme en Allemagne, où on a des cuvées exclusives Amazon et ainsi de suite, ou des marques exclusives Amazon. Chez nous, ce n'est pas encore très développé, mais Pernod Ricard a créé un site Drinks & Co. et ainsi de suite. Donc, en France, on a Cdiscount, Drinks & Co., quelques acteurs comme ceux-ci qui sont significatifs. Ce qui est très important avec les sites, donc souvent les boutiques spécialisées ou les boutiques en ligne, c'est souvent en fait là où les gens vont trouver des informations de référence. Donc, vous avez le descriptif du produit, vous avez le prix aussi. Le prix du marché va être souvent martelé sur Internet. Donc, les consommateurs vont le trouver, alors pas dans les applications, mais en ligne, ils vont tomber sur les 4-5 grands sites et donc ils vont avoir un prix de référence. Et donc, même les acheteurs ou les cavistes vont d'abord regarder sur Internet, sur les sites whisky.fr ou Insideco, quel est le prix du produit pour savoir à quel prix ils doivent le toucher avec leur structure de marge. Donc ça, c'est très important en termes de visuel de produit, d'informations sur le produit, de notes de dégustation, de mode de consommation, mais surtout de prix. Voilà, puisque effectivement, c'est très structuré. Donc ça, c'est très important. Et ça permet de voir aussi des fois si le produit, par exemple, est sur Auchan direct, donc sur les grandes surfaces, on peut acheter aussi en ligne et faire un drive, comme on dit en bon français. Et donc effectivement, si les produits sont disponibles en grande surface, généralement, les cavistes n'ont pas les références. Donc ça peut être il peut y avoir des conflits. Donc, d'où cette structuration où effectivement, on a des produits spécifiques pour chacun. Les définitions des spiritueux, pour aller très vite, parce que ce n'est pas ça qui vous intéresse le plus, mais effectivement, c'est 15 degrés et plus. Donc, boisson spiritueuse sans alcool, théoriquement, ce n'est pas un spiritueux ou une boisson spiritueuse. En France, on a à peu près 44 catégories qui sont reconnues. Je vous ai mis le lien vers le PDF en français donc de la nouvelle réglementation de 2019 qui s'applique maintenant pleinement. Tout ce qui est dans ce texte s'applique complètement depuis mai 2021 partout en Europe. Donc, c'est la même règle partout en Europe. Elle n'est pas encore forcément partout appliquée de la même façon en Europe, mais en France, en général, on est très pointillé. On suit énormément la réglementation européenne puisqu'elle est supérieure à la réglementation française. Dans d'autres pays, ce n'est pas toujours le cas parce qu'ils ne sont pas toujours bien au fait ou bien formés sur la réglementation européenne. Ça nous arrive souvent de devoir intervenir sur d'autres marchés pour faire appliquer la réglementation. Donc, on a eu le cas en Belgique, en Autriche, en Suède, ainsi de suite, même dans des monopoles où il y avait une mauvaise application de la réglementation européenne. Donc, ce texte-là est beaucoup plus explicite que celui d'avant qui datait de 2008.
Donc, je vous ai mis les définitions du whisky, mais on est à peu près pareil. C'est-à-dire pas d'édulcoration, un seul colorant, le 150A, qui peut être utilisé, une distillation à moins de 94,8 degrés d'alcool, 3 ans de vieillissement dans un contenant en bois, pas spécifiquement chêne. Chêne, ce sera que pour le Scotch whisky. Mais par contre, aucun autre additif. Donc, si dans le whisky canadien, alors si vous avez toujours la règle des 1/11e qui doit avoir 2 ans avec d'autres composés, ainsi de suite, je ne pense pas que ce soit dans vos pratiques, ça, c'est totalement interdit chez nous. Voilà. Même s'il y avait une reconnaissance éventuelle de l'indication géographique, il devrait y avoir un traité qui autorise ça, et en tout cas un engagement comme quoi il ne pourrait pas y avoir d'aromatisation ou autre. Les finitions en fût de vin ne sont pas considérées comme des aromatisations en Europe, mais comme un procédé. Whisky ou whisky, peu importe. Les deux sont tout à fait valables partout en Europe. Pour le rhum, ce qui est très important, c'est que c'est que des produits de la canne à sucre, évidemment, mais le sucre n'en fait pas partie. Donc, c'est mélasse, sirop ou jus. Effectivement, aux États-Unis, il me semble aussi au Canada, des fois, vous utilisez un mélange mélasse-sucre. Théoriquement, ça ne passe pas. Je n'ai jamais vu de contrôle, en tout cas, qui interdisait l'entrée de ces pays-là, de ce type de produit. Donc voilà, pour le moment, ça n'a pas posé de problème, même si la réglementation européenne, théoriquement, dit que mélasse, jus et sirop. Degré minimal de commercialisation 37,5. Aucune aromatisation. Donc, pas de spiced rum, pas de rhum arrangé. On dit arrangé. Et spiced rum, c'est boisson spiritueuse à base de rhum seulement. C'est ça qui doit être écrit. Si le mot rhum est inscrit, il doit être plus petit que la mention boisson spiritueuse sur l'étiquette. Donc, rhum épicé ne passe pas. Ça peut passer si l'importateur l'achète, mais par contre, si la répression des fraudes, la DGCCRF tombe dessus, le produit peut être retiré du marché et il peut y avoir une amende qui peut monter à plus de 100 € par bouteille en contravention. Donc, c'est très important. Et l'édulcoration maximale du rhum en Europe, maintenant, c'est 20 grammes. Avant, c'était en dessous de 100 grammes, maintenant, c'est 20 grammes, depuis donc mai 2021. La vodka, vous verrez, c'est la distillation à 96, mais il me semble qu'on doit avoir des cahiers des charges assez proches. Et donc, c'est ce même alcool, donc dit alcool éthylique d'origine agricole, qui est la vodka, mais qui doit être aussi la base du gin. On ne peut pas faire un gin à base d'eau de vie de cidre ou autre. On peut aromatiser un gin à l'eau de vie de cidre, mais on ne peut pas le faire directement à base d'une eau de vie de fruits. Voilà, on a aussi les anisés, je vous ai mis les pratiques sur les liqueurs. Effectivement, si vous rentrez sur le marché français des liqueurs, qui est le plus développé, on a déjà 830 références. Donc, c'est très compétitif. Voilà, donc ce que j'avais vu chez certains d'entre vous, c'est effectivement, le gin, c'est que à base d'alcool neutre et c'est 37,5 minimum, donc pas de gin réduit. Sur le rhum, pas de rhum épicé ou de rhum ananas, ça s'appellera un pineapple, mais on ne peut pas mettre pineapple rhum, par exemple, ou à saveur de rhum, non. Et le whisky à l'érable, on ne peut pas, en fait, il faudrait que ce soit une boisson spiritueuse aromatisée à l'érable à base de whisky. Voilà, on peut mettre les ingrédients, mais il y aura un changement d'étiquette obligatoire. Pour les eaux de vie de fruits, très important, pas d'arôme ajouté. Tous les arômes doivent venir uniquement des fruits. Et donc, comme je vous le disais, spiritueux sans alcool en attente de réglementation. Ah, Madame Gagnon a une question. Oui. Non, c'est 37,5 pour tous les spiritueux blancs, donc gin, vodka et rhum, et c'est 40 degrés pour tous les spiritueux bruns en général, enfin cognac et ainsi de suite. Après, si vous faites du brandy à base de vie de vin ou d'alcool vinique, en Europe, c'est 36. Ça, c'est dans la réglementation que je vous ai donnée plus haut ici. Vous aurez toutes les catégories. Si ce n'est pas défini en droit français, ça l'est dans la réglementation européenne. Évidemment, en France, on prône la consommation responsable. Donc, je vous ai mis juste les règles, vous pourrez les revoir. Je pense qu'elles ne sont pas très différentes des vôtres. Ce qui est important, c'est l'alcoolémie au volant, 0,5 g seulement, et 0,2 pour les jeunes permis. Donc, permis probatoire, c'est 2 ou 3 ans. La communication en France, alors, si vous voulez vous former, on a des règles très spécifiques, ça s'appelle la loi E20, mais ça tombe bien, il y a un site. Donc, vous pouvez vous enregistrer en tant que professionnel et vous former et ensuite passer un test sur la loi E20. C'est unique. On ne peut pas associer l'alcool à l'effort, au plaisir ou ainsi de suite dans le marketing en France. Et si on montre une personne en train de consommer de l'alcool, il faut que ça soit forcément montrer son nom, sa profession, et ça doit être quelqu'un qui travaille dans l'univers des spiritueux. Donc, attention aux comptes Instagram spécifiques en France ou autres. Il faut uniquement des professionnels nommés avec leur métier.
Un produit de style gin à 30 degrés doit porter quel nom? Boisson spiritueuse à base de gin. Les boissons spiritueuses a été écrit en grand. Spirit drink en anglais. Voilà, c'est juste une boisson spiritueuse. Elle tombe dans aucune classe. Donc, dans la classification douanière, elle doit passer en boisson spiritueuse et en étiquetage, boisson spiritueuse doit être écrit plus grand que à base de gin. Oui, c'est pas très sexy, j'avoue, pour les consommateurs. Alors ça, c'est en cours, hein. C'est pas quelque chose qui est imposé, mais en tout cas, il y a des bonnes pratiques qui sont faites à l'heure actuelle et donc qui vont petit à petit rentrer en vigueur d'ici 2024. Donc là, on est en phase de test par rapport au nouveau protocole européen sur les spiritueux, parce qu'avant, toutes les boissons alcooliques n'avaient pas leur liste d'ingrédients ni leur valeur énergétique et tout, et tout. Donc ça, c'était spécifique pour un aliment. C'était pas écrit sur le vin, c'était pas écrit sur la bière, c'était pas écrit sur les spiritueux. Maintenant, ça commence à arriver. Donc prévoyez de l'espace sur les étiquettes si c'est pas le cas. Ou donc on va faire figurer la valeur énergétique des produits sur les étiquettes, calculée par 100 millilitres et par portion. Voilà, une portion, c'est 3 centilitres d'alcool en France. Il faut aussi mettre donc des pictogrammes. Nous, en France, il faut la femme enceinte aussi. Voilà, il y a quelque chose d'assez important. Et derrière, maintenant, on va avoir donc un petit tableau avec les verres et donc le nombre d'unités et ainsi de suite qui vont, et les valeurs nutritionnelles. Et la liste des ingrédients, pour le moment, ça sera sous forme de QR code. On n'est pas obligé de le mettre directement sur l'étiquette. Voilà, donc là, on va avoir 66% des produits mis sur le marché à la fin de l'année 2022 en Europe qui auront ces étiquetages-là, c'est-à-dire essentiellement ceux des grands groupes qui sont adhérents de Spirit Europe et donc de la Fédération française des spiritueux. Donc, il vous suffit de copier leur contre-étiquette pour vous mettre en fait aux normes. Voilà. Les bonnes pratiques de Pernod Ricard sont les futures lois, en gros. Si vous voulez regarder des étiquettes, vous les trouverez assez facilement. Pour les tendances, ce qui est très important de comprendre, je vous en ai un peu parlé, donc c'est quand même 2 Français sur 3 consomment des spiritueux, tant mieux. Et on a donc la moitié, enfin, on a une répartition à peu près égale maintenant entre les boissons mélangées et les boissons pures. Donc on peut boire des spiritueux purs et des boissons mélangées. De plus en plus de gens tentent l'aventure du cocktail au-delà du gin tonic. Donc on trouve des mixeurs, ainsi de suite, des cours de cocktails qui sont réalisés de plus en plus. La consommation se fait plutôt sur les jeunes, sur les cocktails, et c'est le rhum qui est dominant. Donc le vodka, c'est un alcool de transition. Après, le whisky reste essentiel d'un point de vue culturel, mais c'est le rhum qui est en train de prendre vraiment le dessus chez les jeunes consommateurs. Et les jeunes consommateurs sont très influents, même sur les générations qui les ont précédés. On consomme essentiellement à domicile, voilà, un peu dans les bars et dans les restaurants pour les spiritueux. Alors intéressant, donc avec le Covid n'a pas freiné hein, la tendance cocktail et spiritueux, au contraire, elle s'est accélérée. Donc les gens ont pris le temps d'essayer de plus en plus de cocktails. Donc voilà, la mixologie progresse malgré le Covid. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'était quelque chose qui est très peu répandu. Mais maintenant, voilà, on peut avoir quasiment 50% de la population française, des consommateurs français en tout cas, qui s'y essayent. Donc, je vous disais les catégories dominantes, très largement whisky, rhum, les liqueurs pour les cocktails, les brandy, cognac reviennent un peu, même des alcools dits un peu désuets ou vieillots remontent. Très forte montée en gamme, surtout aussi avec le Covid. Les gens ont dit on va consommer moins mais mieux, que ça soit dans le vin ou dans les spiritueux. Et donc, on a une forte progression des spiritueux à très forte valeur ajoutée, donc que ce soit en supermarché ou ailleurs. Les cavistes ont énormément progressé. Si on va voir un labo, ces nouvelles normes d'étiquetage seront en vigueur. Elles ne sont pas encore en vigueur. Ça va rentrer en vigueur. On va dire qu'aujourd'hui, on est dans la phase des bonnes pratiques et d'ici 2 à 3 ans, on sera dans l'obligation. Donc, il faut déjà prévoir l'espace, en tout cas, sur les contre-étiquettes. Ça, c'est très important. Si vous n'avez pas l'espace sur les contre-étiquettes, c'est un peu plus compliqué derrière. Je ne sais pas de ce qu'il en est chez vous. Alors, les cocktails, comme je vous le disais, c'est essentiellement à base de rhum. Le whisky commence à s'introduire dans l'univers du cocktail, en dehors des whiskies nord-américains. Même le scotch ou le single malt commence à s'immiscer dans le monde du cocktail. Ça, c'est assez nouveau. On n'utilisait pas le scotch, à part le whisky coca. Mais effectivement, maintenant, on voit même les single malt qui peuvent être travaillés dans des cocktails haut de gamme ou à domicile. Et dans les cocktails, ce qui est très important, c'est qu'on touche de plus en plus les femmes.
Attention, dans les statistiques que je vous ai mis ici, vous avez des stats de 2019 et celles de cette année. Vous verrez d'ailleurs que les tendances sont très positives. Beaucoup sur internet et les livres de cocktails se vendent très, très bien en France. Voilà, les lieux d'achat, les types d'achats, donc effectivement, les grandes surfaces sont très importantes, mais quand même les cavistes, et les cavistes restent très importants. Les cavistes, leur spécificité, c'est que vous êtes chez quelqu'un, en dehors des chaînes où, en gros, 90 de l'assortiment est imposé. Les cavistes sont des gens indépendants, un peu comme un sommelier ou autre, qui vont essayer de montrer leur goût et leur choix personnel. Donc, ils ne fonctionnent pas que sur le mode business. Vous allez chez quelqu'un qui va référencer un produit parce qu'il l'aura aimé. Donc, il va aimer la personne, il va aimer le distributeur, mais il va aimer le goût. Donc, ils vont quasiment systématiquement devoir goûter un produit avant de le référencer, de le recommander. Ça, c'est vraiment très spécifique. Ce n'est pas forcément le cas dans tous les marchés en Europe. Ensuite, alors, je ne sais pas s'il y avait des gens parmi vous qui veulent se lancer dans l'aventure du bio. Le marché français a rattrapé et même passé leader en Europe en consommation de bio. C'est 15% de la consommation de denrées alimentaires qui sont bio en Europe. Très forte consommation aussi dans le vin. Par contre, dans les spiritueux, on est passé de 0,23 à 0,33% seulement sur les 3 dernières années. C'est-à-dire que c'est un marché qui est encore très, très faible. Voilà. Effectivement, si on est archi-dominé par l'univers du whisky, il y a très peu de whisky bio. Et de toute façon, même si on se met à vendre du whisky bio, il faut attendre plus de 3 ans. Donc, c'est vrai que ça reste, et c'est très onéreux. Donc, c'est vrai que pour le moment, le marché du bio dans les spiritueux est très contraignant. Et effectivement, on n'a pas forcément les mêmes normes. Et en France, EcoCert, qui est l'organisme qui contrôle ça, est extrêmement tatillon. Donc, si vous travaillez avec quelqu'un qui est bio, il faut que ça soit un importateur certifié par EcoCert, tout comme le grossiste. Il n'y a que le dernier point, c'est-à-dire le caviste ou le restaurant ou le bar, qui n'a pas besoin d'être certifié par EcoCert dans la réglementation. Ça, c'est important. En général, les distributeurs n'ont pas fait cette démarche-là et donc, théoriquement, le produit perdrait sa labellisation bio à partir du moment où il arrive dans un maillon intermédiaire non certifié par EcoCert, donc qui n'est même pas transformateur. Ça, c'est un point très spécifique, mais il y a des amendes qui peuvent tomber. Et le e-commerce, donc, a énormément progressé et qui progresse encore plus vite maintenant avec le Covid et surtout pour les spiritueux. Donc ça, c'est très intéressant pour les produits très originaux et très bien packagés, ce qui est maintenant obligatoire pour entrer sur le marché avec le e-commerce. Et enfin, pour parler donc des principaux acteurs au niveau de la distribution, pour comprendre le marché, et ça, vous les rencontrerez en partie à Vinexpo. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, tous les grands groupes sont sur ce marché français parce que souvent, ils ont même des filiales françaises. Moët, Hennessy, Diageo, forcément, ils ont Hennessy ou Picon, par exemple, qui sont produits en France et leur champagne. Pernod Ricard, évidemment, tous les pastis et plein d'autres choses. Bacardi est présent en France, ils produisent même la liqueur Saint-Germain, la bénédictine, le cognac Ducé. Brown-Forman, Campari. Alors, Campari, ils ont racheté les rhums Trois-Rivières, La Monie, donc des rhums dans les Outre-mer français, et ainsi de suite. Donc, souvent, en plus, ils ont des sites de production, donc des sociétés de distribution, et donc ce sont des acteurs très anciens. Donc, eux, souvent, la plupart, en fait, leur portefeuille est fermé. Donc, ils sont très dominants, surtout dans le monde du bar et dans le monde de la grande distribution. Et il est quasiment impossible pour un acteur d'aller les voir. Certains commencent à s'ouvrir un tout petit peu à des plus petits acteurs pour essayer les crafts ou des produits très innovants. Mais en général, c'est très compliqué. Ensuite, on a à peu près 200 sociétés françaises. On a 2000 distilleries en France, un peu plus de 2000 distilleries, mais on a à peu près 200 marques d'envergure nationale qui ont leur propre réseau de distribution et donc un portefeuille maintenant qui peut s'étendre à d'autres produits. Donc, soit ils vont s'allier à d'autres produits complémentaires français, mais maintenant ils vont aussi peut-être intégrer des spiritueux étrangers. Donc oui, sur des salons, vous pouvez trouver des partenaires directement chez des confrères et des consoeurs français et françaises. Et enfin, on a des acteurs spécialisés dans l'importation-distribution. Comme je vous disais, on n'a pas besoin, il n'y a pas comment dire, de loi antitrust en France. Donc, effectivement, un acteur comme la Maison du Whisky, moi je n'y ai travaillé, mais qui est le principal acteur indépendant en France, effectivement, eux, ils vont pouvoir avoir plus de 200 employés, réaliser plus de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires et travailler avec 2000 références, voire plus, et travailler avec 80 pays dans le monde.
Donc, ils ont des flux aussi. Ça, c'est très important, c'est les flux. Souvent, les importateurs ne sont pas habitués à travailler avec le Canada. Certains importateurs ne sont même pas habitués à travailler avec l'Amérique du Nord. Donc, ils peuvent travailler avec la Caraïbe ou ailleurs, mais ça, c'est aussi important, parce qu'il faut qu'ils soient habitués à faire des contrats dans ces devises et à gérer ces approvisionnements-là. Donc, il y a un problème logistique et de fréquence de réapprovisionnement, surtout quand on parle de devises avec des volatilités. Quand on travaillait, moi je travaillais aussi avec le Canada, le Mexique, la Caraïbe, le Japon, les îles Britanniques, l'Irlande ou les États-Unis, effectivement, ou la Russie, on avait l'habitude de travailler avec beaucoup de volatilité, de problématiques de transport, de flux, d'effets de devises. Mais si on a des importateurs qui n'ont pas de fréquence assez importante, vous risquez d'avoir une commande et ensuite la deuxième commande peut prendre 1 an, 2 ans et ainsi de suite. Donc ça, c'est très compliqué. Si vous lancez un nouveau produit ou si vous avez changé un packaging ou un étiquetage et ainsi de suite, ça peut être aussi très important. Je n'ai trouvé qu'un seul acteur spécialisé dans les spiritueux canadiens à l'heure actuelle en France, qui s'appelle Backpack Spirit. Voilà, qui travaille un peu avec les États-Unis, mais essentiellement avec la partie anglophone du Canada. Donc voilà, c'est encore assez rare. Donc après, voilà, vous avez ici les principaux acteurs, on va dire, historiques et indépendants, Maison du Whisky, Dugas, Whisky du Monde, CBH, Explorateur du Goût, Bruyant, qui ne sont pas tous situés à Paris, hein. Certains peuvent être situés à Bordeaux ou ailleurs. Souvent, ils ont des bureaux à Paris, mais pas que. Et effectivement, ça, c'est un univers qui est en pleine expansion. On a énormément de nouveaux acteurs de distribution qui vont aller récupérer des marques intéressantes chez ces différents acteurs indépendants et qui vont aussi donc essayer d'intégrer et de lancer des nouveaux produits qu'ils vont pouvoir maîtriser à 100%. Autre élément aussi important, certains de ces distributeurs-là ont des filiales en Europe ou des partenaires à l'échelle européenne. Donc, ils vont avoir un groupe comme Dugas a une filiale au Belgique, au Luxembourg et éventuellement des partenaires ailleurs. Avec la Maison du Whisky, ils peuvent travailler sur plus de 30 marchés différents. Donc, ça peut être aussi votre agent européen hors Brexit, hors Royaume-Uni. Donc, ça, c'est très important de bien étudier ces typologies d'acteurs, de voir quels sont leurs marchés, est-ce qu'ils sont bons aussi bien en grande surface que chez les chaînes et ainsi de suite. Parce que avoir rendez-vous chez un acheteur de Nicolas, ce n'est pas donné à tous ces distributeurs-là, en réalité. Donc, c'est important de regarder quels sont leurs portefeuilles, s'il y a de la place pour vos produits, et ensuite, est-ce qu'il y a une adéquation aussi par rapport au réseau de distribution. Alors après, plus ces sociétés sont grandes, plus elles ont des personnels, du staff qui est spécialisé dans des catégories ou des origines spécifiques. Donc, vous pouvez avoir une équipe spécialisée dans le rhum, une dans le gin, une dans le whisky, par exemple, à la Maison du Whisky ou chez Dugas. Donc ça peut être intéressant comme porte d'entrée, là où d'autres acteurs, voilà, donc, un très faible portefeuille sur le gin et donc une faible part d'attention sur cette catégorie. Voilà pour cette présentation du marché français pour vous, amis québécois. Alors, j'ai un peu beaucoup parlé. S'il faut déborder, je suis disponible évidemment. Pardon. Bonjour, ici Yannick Simon. Monsieur Vintier, peut-être qu'on va mettre fin au partage de l'écran. Je crois que c'est vous qui avez le contrôle. Très bien. Voilà. Merci. Merci infiniment pour cette présentation-là. Puis je vois déjà qu'il semble y avoir des questions qui surgissent. Bon. Alors, je ne connaissais pas Canadian Food Wholesaler. Effectivement, c'est intéressant. Dans l'univers des spiritueux, on est plutôt habitué à travailler avec des sociétés spécialisées dans les spiritueux, parce que ce n'est pas les mêmes circuits que le vin, la bière ou le reste des denrées alimentaires. Donc, c'est vrai que le nom, on ne risque pas de tomber dessus par hasard. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour M. Vintier? Je vous rappelle que la présentation est en cours d'enregistrement. Elle va être partagée, tout comme la présentation. Donc, ce sera un outil de référence intéressant. Bon, il semblerait que c'était convaincant et que tout y était. Donc, écoutez, je vous rappelle que de mon côté, de la direction de l'accès au marché du MAPAC,
On est une équipe disponible si vous avez des questions. Évidemment, qu'on peut vous transmettre des informations par la suite. Je me rappelle une des questions qui est venue au début sur peut-être la typologie, puis au niveau des taxes pour certains produits. Oui, il existe des documents qui sont disponibles que je partagerai par la suite, que ça peut être utile de connaître. C'est sûr que ces niveaux de taxation-là, ou pas de douane parce qu'il n'y en a pas sur les spiritueux, mais ça permet d'avoir une idée de votre partenaire, votre importateur ou distributeur, à quoi il fait face. Donc, je vous enverrai les informations au courant de la journée aujourd'hui. Je remercie en même temps au passage la délégation générale du Québec à Paris qui a permis qu'on puisse avoir M. Vintier. Également l'Union québécoise des microdistilleries qui est derrière ce projet-là, qui a quand même sollicité plusieurs des participants aujourd'hui et qui organise en fait la mission sur Be Spirits. Alors voilà, je vous remercie à tous et puis on se tient au courant s'il y a des questions subséquentes. Et j'espère à bientôt. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée.